with it. Balancez vos ondes positives. Positives. Bienvenue dans Balancez vos ondes positives, 6e numéro. Bonjour la tribu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Balancez vos ondes positives, c'est une tribu que vous venez d'entendre, chroniqueurs et chroniqueuses, issus de toutes les générations, de tous les milieux, qui traitent et débattent de tous les sujets de la vie avec une vision optimiste. Notre objectif, c'est voir la lumière au bout du tunnel, cultiver l'espoir, apporter des pistes de solutions. Merci à vous d'être là. Merci d'être là avec nous. Et comme d'habitude, c'est une bonne tradition, un petit tour de météo interne pour commencer. Steph, comment vas-tu ? C'est good ce matin, c'est tout bon. C'est good, c'est bon. Vince ? Anticyclone au niveau de mon tronc cérébral, fluide gastrique dans les normales saisonnières, légère dépression en vue au niveau de la mâchoire à cause d'une carie, véridique, mais grâce à vous, j'ai gagné 1 heure de clarté. Oh, joli, merci Vince. Alors Edouard. Moi je suis requinqué. Requinqué. Isa. Relaxé, ravi d'être parmi vous. Romain. Toujours détendu. Merci. Nat. Je plus sois, je suis détendue. Détendu Emna. Moi je suis en fou rire, c'est trop bien. Caro. Moi, tout va bien. Merci Caro. Et Val? Moi, ça va pas. Oh, comme ça. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire, Val? Tu veux de l'eau? Non, bien. c'est parce que... Ça va pas aujourd'hui, ça On a va pas, mangé c'est toutes tout. ces crêpes. Est-ce que ça a un rapport à ce que tu vas raconter? Ça va pas. Oh. Voilà, que ce soit clair. Que ce soit clair entre C'est nous. bon, je rajoute plus de Que ce questions. soit clair entre nous. Bon, merci beaucoup. Balancez vos ondes positives. Positives. Place à nos premières intervenantes et premiers intervenants, parce que, une fois n'est pas coutume, mesdames, messieurs, j'interviendrai en premier. Non, sérieux? Je vous jure. Attends, c'est toi la première chronique? Ouais, c'est moi. Ah ouais, mais évidemment, c'est normal, c'est moi. C'est normal. Non, mais qui va t'introduire? C'est ça la question sur... Et moi, je m'introduis Tout tout seul. seul, tu sais. Marc, voici Marc. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Je parle de moi à la troisième personne. Je suis Alain Delon et Jules César en même temps. Oh, le meilleur. Ouais, grave. Et je rendrai hommage aux journalistes aujourd'hui. Ensuite, c'est Stéphanie Grosjean que nous retrouverons pour... Alors on va parler du bien-être des indépendants. J'ai envie de sensibiliser sur la question. Merci Steph. Et puis, dans ce premier plateau, il y aura aussi Nathalie Gilly. Avec le pouvoir de choisir aujourd'hui. Merci Nathalie. Merci. Et enfin, Valérie avec... Avec ceux qui sont les petits grains de sable dans l'équipe. Voilà pourquoi elle n'est pas bien. Tu vois, Ah ouais, tu d'accord. comprends, Okay. voilà. C'est le grain de sable. Aujourd'hui, c'est le grain de sable. Alors, première chronique, Marc, de quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est bien. Alors, Vince, génial. Vas-y, Vince. Marc, toi qui es l'animateur principal de cette émission, le taulier, l'homme qui distribue les cartes, la personne qui nous a réunis ici tous autour de cette table, quelle est ta chronique aujourd'hui? Eh bien, je vais rendre, Vince, hommage aux journalistes. À la grande majorité d'entre eux, en tout cas, qui exercent leur métier avec passion et professionnalisme. Et pourquoi cette chronique? Pourquoi est-ce que j'avais envie de le faire? Sans doute parce que dans ma volonté de créer le podcast Balancez vos ondes positives, j'ai mis en exergue le négativisme de la plupart des médias et que cette prise de position a pu être interprétée comme si je mettais tous les journalistes dans le même sac avec ces médias. Sans doute aussi pour apporter de la nuance dans un climat qui peut devenir très vite délétère et que je n'ai aucune envie de participer un peu plus à la défiance à l'égard de ces mêmes journalistes. Je ne parlerai donc pas des journalistes qui balancent leurs news anxiogènes sans pondérer leurs propos, de ceux qui instruisent à charge en utilisant des rumeurs non vérifiées, de ceux qui surfent sur les affaires nauséabondes pour booster leurs audiences, ou ceux qui sont au service aveugle d'un pouvoir ou d'un contre-pouvoir quelconque. Non, je ne parlerai pas de ceux-là qui contribuent à la méfiance générale envers les journalistes. Donc, aujourd'hui, je salue les journalistes qui, malgré les conditions de plus en plus difficiles, la course constante contre le temps et l'augmentation des fake news, font leur boulot honnêtement et le plus objectivement possible. Je salue ceux et celles dont le travail d'investigation acharné pendant des mois et des mois a permis dernièrement de révéler au monde entier des affaires comme celle du team Jorge,
le Team George, ces mercenaires de la désinformation qui proposent à des clients des campagnes de dénigrement et d'influence relayées par des dizaines de milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux. Je salue les 1700 journalistes et professionnels des médias qui, selon les données de l'UNESCO, ont perdu la vie depuis 20 ans, dont 86 rien qu'en 2022. Et puis aussi ceux et celles qui, dans l'exercice de leur métier ou non, sont menacés par de multiples formes de violence, agressions, intimidations, harcèlement, en particulier à l'encontre des femmes. Je rends d'ailleurs hommage à ces 15 femmes courageuses de Radio Begum qui, en Afghanistan, dispensent chaque jour 6 heures de cours d'anglais, d'histoire ou encore de consultations gynécologiques à la radio, à l'attention des jeunes Afghanes privés d'écoles secondaires et d'universités. Leur radio, donc Radio Begum, qui veut dire reine en persan, le radio donc est diffusé dans 10 des 34 provinces afghanes en FM. Et cette radio vit suspendue au bon vouloir des talibans, coincée entre le pouvoir du ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice, et le ministère de l'Intérieur qui met beaucoup de pression sur les médias. Et je remercie donc ici tous les professionnels des médias qui se battent pour la liberté et l'indépendance de tous les médias du monde, car la diffusion de l'information vers le plus grand nombre est et reste une des fondations d'un monde libre. Et j'ai 3 rêves. Que tous les médias s'engagent dans un journalisme sain et nous offrent une perception plus équilibrée du monde, que les journalistes, pour la plupart de belles personnes en quête de sens, mais plongés dans un univers négatif et expéditif, nous racontent enfin des récits teintés d'espoir et de pistes de solutions, et enfin que chacun et chacune d'entre nous, nous arrêtions de nous empiffrer d'informations négatives et sensationnalistes, et que ce que nous lisons, nous entendons, nous voyons, soit constructif. Parce que nos choix, mesdames, messieurs, guident le choix des médias. Nous en avons le pouvoir, nous pouvons faire changer les choses, nous aiderons ainsi les journalistes à contribuer à un monde plus juste, plus solidaire et plus constructif. Waouh! Merci beaucoup. Quelqu'un a envie de... Je veux rebondir sur ce que tu dis, parce que, ayant bossé dans pas mal de rédactions, je vois très bien ce que tu veux dire par la présence et l'omniprésence de la pression qui tombe sur les journalistes de devoir chaque jour sortir un billet, chaque jour devoir sortir une chronique qui va faire mouche, parce que on l'a bien vu, c'est exacerbé avec les réseaux sociaux. Depuis que les articles de presse, les vidéos sont partagés sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on cherche le clic, on cherche le like, on cherche ce qui va permettre de tourner pour faire plaisir aux annonceurs, aux publicitaires, en se disant notre info là elle a bien tourné, et c'est horrible de dire que oui, quand tu discutes avec des patrons de chaînes télé, des chaînes télé d'information qui te disent oui, en cas d'attentat, en cas de graves problèmes, on fait nos records d'audience, et donc tu as des gens qui se font de l'argent à partir du moment où il y a du malheur, parce qu'effectivement ça touche la curiosité. Et donc du coup moi je suis toujours rentré un petit peu dans cette notion, et c'est une question que j'ai envie de poser ici. C'est la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute aux gens qui aiment bien avoir des infos qui les provoquent, qui les touchent, qui leur donnent envie de regarder à travers le trou de la serrure ou avoir toutes ces infos-là anxiogènes parce que c'est eux qui créent l'audience? Ou est-ce qu'on a habitué les gens à titiller ces parties sombres de leur cerveau de manière à pouvoir rapidement avoir des retours sur investissement, des retours sur les articles? Moi, c'est une question que je me pose. Steph? C'est complexe, je pense, oui. Moi, pour avoir fréquenté aussi beaucoup de rédactions, je pense que c'est quand même majoritairement dû, pour moi, au modèle économique sur lequel reposent les médias aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme tu y faisais allusion, il faut faire du chiffre, et donc, on appuie sur des ressorts qui permettent de faire ce chiffre. Et que ce soit... faire du chiffre pour pouvoir avoir de la visibilité pour les annonceurs. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est quand même la majorité des médias fonctionnent sur les recettes. Donc c'est tout un système économique qui est pour moi tout à fait obsolète aujourd'hui, déclinant, et qui rend le contenu violent et pour ma part, c'est mon avis, mais qui rend aussi les rédactions en interne, il y a beaucoup de violence aussi en interne. Je me pose beaucoup cette question pour revenir sur ce que tu dis. Est-ce que le journalisme est possible encore dans un secteur privé? C'est vraiment ce que je me pose avec la publicité qui entoure tout. Romain? Mais justement, sur la question du modèle économique, en fait, il y a maintenant, un peu plus récemment, des études qui montrent que c'est bon pour les médias d'aussi avoir cet aspect positif, ou en tout cas de pas seulement parler des problèmes, mais raconter toute l'histoire et aussi montrer les solutions. Et les gens, les lecteurs, les auditeurs vont plus facilement revenir ou s'abonner ou revenir vers ce média. Et donc en fait, même si on pense qu'au modèle économique, juste le focus sur ce qui ne marche pas est mauvais pour les médias. Donc je pense que si chacun peut entendre ça, ça peut aider aussi. Ouais. Merci Romain. Isa? Oui, moi ça me fait penser, Marc, merci pour ta chronique, à une des premières vidéos que j'avais fait pour Newsmail, où je disais, mais si j'avais un tel pouvoir de communication en tant que patron de médias,
qu'est-ce que j'en ferais, quoi. Et c'est une question qui m'obsède parce que je pense qu'évidemment, c'est à nous de changer, c'est aux auditeurs de ne pas cliquer, mais c'est tellement compliqué de changer tout ce petit monde. Et donc, si le patron de médias pouvait juste se dire est-ce que mon travail est constructif et en fait, avec une telle position, changer quelques lignes sur sa ligne éditoriale. Et ouais, moi, c'est un sujet qui m'anime, mais je me dis comment est-ce qu'on s'endort le soir en étant mieux parce qu'on a fait autant de clics, de catastrophes, de drames. Ça me bouleverse et voilà. Merci. Merci Isa. Emna. Pour répondre à pas mal de questions et de questionnements de la part de tout le monde, aussi à tes questions à toi Vince, à qui la faute, etc. Moi j'ai très envie d'inviter tout le monde à aller visionner le TEDx de Marc, justement, parce que il en a fait en 18 minutes. Je trouve que Marc, tu réponds à beaucoup de ces questions. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire, tapez Marc Vossen, TEDx Bruxelles, et en gros vous trouverez plein de réponses. Merci Emna. Et enfin, pour terminer, Vince, je pense qu'en fait, ça commence par moi. Si déjà j'allume plus la télé, si déjà je vais cliquer sur des médias qui me parlent positif, plutôt que d'aller voir ce qui se passe de façon négative, et Dieu sait qu'on a des jeunes autour de la table aujourd'hui qui nous annoncent tout ça et qui nous le balancent, ça commence par nous. Ouais, oui, merci Val. Et c'est vrai, rappelez quand même ce que vous faites, hein, les jeunes. On a l'Instant Papillon, on a New Smile, on a What Now, qui effectivement sont des sujets, qui sont des médias, qui cherchent effectivement à bosser sur cette intelligence constructive et qui ouvre des perspectives. Mais comme tu disais au début, je pense aussi qu'on cherche à compléter les médias, plus d'informations. Il ne faut pas laisser tomber les médias plus mainstream, parce qu'on ne va pas évidemment contre eux. Ils sont cruciaux, très importants. Mais on essaie de rajouter un peu une touche d'action et d'optimisme. Oui, super. Edouard, tu voulais dire quelque chose? Oui, 2 références qui à l'époque m'avaient marqué. C'était un documentaire français qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Sans doute très orienté, mais voilà, qui montre quand même aussi une certaine réalité. Il y a une série américaine qui s'appelle Newsroom, qui est très très bonne. Et puis, petite ouverture sur un questionnement que j'avais jamais entendu, c'est que en tant que 4e pouvoir, les médias ne sont pas élus. Et en fait, je trouvais cette perspective intéressante sur pourquoi est-ce qu'on n'élit pas la communication à ce niveau-là de pouvoir, vu l'influence qu'ils ont dans le monde et la génération d'émotions, et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement élire des médias? Bonne réflexion, bonne question. Merci de ce partage, merci de cet échange. Stéphanie Grosjean qui nous revient donc. Un indépendant, ça ne s'arrête jamais. Et si cette croyance n'est pas tout à fait vraie, point d'interrogation. Aujourd'hui, Steph, tu veux nous sensibiliser au précieux bien-être des travailleurs et des travailleuses indépendants et indépendantes. Balancez vos ondes positives. Ben oui, non, un indépendant, ça ne s'arrête pas. Ça bosse au moins 50 heures par semaine, sans filet de sécurité. Un indépendant, c'est un entrepreneur dans l'âme qui vit sa passion, fait le choix de l'incertitude, aime et assume le risque d'un statut précaire. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'aide pour les indépendants. Nous sommes à l'automne 2021. Et à ce moment-là, sans trop en avoir conscience, toutes ces croyances font partie de moi. Je suis bien consciente, en revanche, d'être au bord de l'épuisement depuis trop longtemps, mais je ne sais pas par quelle pensée magique, je me persuade que ça va aller et que de toute façon, je n'ai pas le choix. Journaliste indépendante, maman solo de 3 enfants, oui, je sais, je cumule, il faut ce qu'il faut. Jusqu'à ce qu'un nouveau grain de sable vienne se coincer dans les rouages de ma vie trop rythmée et que je me sente flancher. Cette fois, le signal en moi est très clair. Le sol se dérobe sous mes pieds et la lucidité surgit en un éclair. C'est la fois de trop. Et pour la première fois depuis longtemps, je prends rendez-vous chez le médecin. Pour moi. Ironie de l'histoire, ça fait 10 ans que je m'intéresse à la problématique du burn-out. J'ai rédigé plusieurs articles sur le sujet. Et quelques semaines avant cet automne 2021, je consacre même l'épisode 4 de l'Instant Papillon à l'importance de nous reconnecter à nos besoins et à l'épidémie qui touche nos corps épuisés. Parfois, on ne veut vraiment pas voir. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que je me dis que peut-être mon expérience peut faire écho chez vous. Bien sûr, je ne prétends pas représenter l'ensemble des entrepreneurs. Chacun a un contexte bien particulier. Le mien est celui d'une solopreneur, d'une freelance. Je suis ma propre chef. Je travaille pour des entreprises et je n'ai pas d'équipe qui dépend de moi. D'après l'UCM, les freelances comme moi représentent quand même 20% des entrepreneurs actifs en Belgique en 2020. Et comme les entreprises externalisent de plus en plus leur organisation, le nombre de freelances ne fait qu'augmenter. Ce qui ne fait qu'augmenter aussi, malheureusement, c'est l'évolution du nombre d'indépendants en incapacité de travail pour burn-out ou dépression. L'INAMI pointe une augmentation de 59% de 2016 à 2021.
et de 46% chez les salariés et demandeurs d'emploi réunis pour la même période. Et c'est sans compter cette année 2022 et ses quelques difficultés. Alors, quelle solution ? Pas de solution miracle, évidemment, mais je dirais la première, c'est évidemment la prévention. Mais pour Quentin de Créancourt, qui accompagne les entrepreneurs depuis 20 ans et que j'ai consulté hier, la prévention, c'est aussi le plus gros défi. Car sensibiliser l'indépendant à investir dans son bien-être, à s'octroyer des vacances par exemple, alors qu'il a le nez dans le guidon pour traverser crise sur crise, c'est passé pour un doux rêveur. Et pour Quentin de Créancourt, il s'agit pourtant bien de cela. Trouver l'équilibre entre du temps pour soi, du temps pour le travail, du temps pour la famille, les amis. Et en réalité, c'est toute une culture entrepreneuriale qu'il faut revoir en faveur du bien-être de la personne qui se cache derrière l'entrepreneur. Car tôt ou tard, c'est le corps qui dira non. Depuis peu, l'initiative Icarius, icarius.be, veut outiller les entrepreneurs en faisant de la prévention, justement. Sur la plateforme, on peut lire les facteurs de risque chez l'indépendant, l'exposition permanente au stress, les horaires de travail avec la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, la solitude et l'isolement. Il pointe aussi 3 ressources liées au profil général de l'indépendant, l'optimisme, l'endurance et un sentiment de maîtrise de son destin. Alors, et si comme moi vous vous sentez flancher, et qu'il est temps de reprendre votre souffle, mais je dirais quelques conseils. Allez voir votre médecin traitant, c'est la base. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos amis, osez sortir du silence. Pourquoi pas écouter l'épisode 4 de l'Instant Papillon. Appelez aussi le 0800 300 25, une ligne d'assistante gratuite à destination des indépendants mise en place par l'association Impasse dans l'impasse. Vous pouvez y bénéficier jusqu'à 4 heures de séance de soins psychologiques, entièrement gratuites également. Vous trouvez plus d'infos sur www.1-pass.be. Alors contactez votre mutuelle aussi, parce qu'en m'arrêtant, moi j'ai découvert que depuis juillet 2019, la couverture sociale en cas d'incapacité de travail est bien meilleure qu'avant. Pour un certificat médical d'au moins 7 jours consécutifs, la mutuelle intervient dès le premier mois, à raison d'un forfait journalier qui va de 44 € à 73 € pour être précise, brut, en fonction que l'on soit isolé, cohabitant ou chef de famille. Mais donc, il n'y a plus ce fameux mois de carence qui paralysait tous les indépendants. Et puis, manifestez-vous aussi auprès de votre caisse d'assurance sociale. Elle peut vous aiguiller pour toutes les aides que vous pouvez obtenir. Et puis, si vous cotisez pour une pension libre complémentaire sociale, une PLCS, en cas d'incapacité, vous pouvez aussi bénéficier d'une intervention supplémentaire grâce au fonds de solidarité qui y est lié. Voilà quelques petits atouts qu'il est bon de mettre dans votre besace, je pense. Merci beaucoup Steph Val. Oui, d'abord merci parce qu'il y a plusieurs petites aides que moi je connaissais pas pour m'être lancée depuis 2018. Par contre, il y en a d'autres pour briser la solitude sur laquelle j'avais envie aussi de rebondir parce qu'elles m'ont été très aidantes. Elles aident et les indépendants et ou les patrons de boîtes. Donc il faut pouvoir naviguer et trouver. Mais j'ai envie de citer Entre Chefs PME pour des patrons de boîtes, Entreprise en marche pour l'innovation managériale sur les patrons de boîtes aussi. Ensuite, il y a l'Asmala qui existe, il y a Plush and Plug qui existe et enfin il y a Openflow. Et toutes ces associations qui existent sont là pour briser la solitude de l'indépendant ou du patron de boîte. Oui, je vous invite aussi à aller voir sur le germoirdesfontaines.be, il y a un nouveau programme, un nouveau parcours, Seed Hope. Merci Steph. Je complète avec aussi l'assurance revenu garantie. C'est une assurance qui existe parmi d'autres, qui permet aussi d'avoir une intervention supplémentaire en plus de la mutuelle. Et aussi, par rapport à la prévention, je trouve ça hyper important. Je pense que l'indépendant doit aussi prévoir dans ses tarifs des congés. Donc, c'est bête, mais il faut prévoir le fait que on va pas travailler 365 jours par an. Et certains voudront travailler comme des salariés, certains voudront peut-être travailler moins, certains voudront travailler 4 jours semaine. Enfin, voilà. Et ça, il faut le prévoir. Ça veut dire qu'il faut prévoir un tarif plus élevé, mais pour prévoir un tarif plus élevé, il faut que ça se justifie. Et donc, il faut être très bon dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est quand même aussi une question de calcul. Je voudrais juste dire ça. Merci. Moi, c'est simplement pour remercier Valérie, Stéphanie. J'ai pas tout noté, mais je crois que alors j'en parle personnellement. Ça fait depuis 2011 que je suis indépendant, et je crois que je suis dans la phase la plus compliquée parce que forcément j'ai décidé de me détacher de tout ce qui était facile à gagner. Gros sponsor qui faisait toute mon année, mes 2 ans, mes 3 ans, et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt l'inverse. Et c'est difficile de trouver un modèle économique qui fonctionne en étant pile raccord avec les lignes planétaires. J'y arrive tout doucement mais sûrement, et donc ce que vous m'avez donné là,
Je vais me renseigner, ça me permettra de tenir encore bon jusqu'à ce qu'on débloque les millions. Voilà. Alors, Pour les millions qu'on réinjecte dans le système. je te rajoute alors une chose qui est vraiment intéressante et qui vient de Peter Koenig à la base, qui est comment on met de l'amour dans le business au lieu de mettre de l'argent. Ça, c'est aller creuser aussi. Ah, c'est ce que je fais depuis toute ma vie. Et d'ailleurs, c'est Oui, pour mais- ça que C'est compliqué. Derrière, c'est tout Voilà. le modèle économique financier qui est en train d'être mis dans la balance. Ça vaut la peine d'aller creuser aussi. Peter Koenig, c'est très très bien. La source. Nat. Oui, et moi c'est vrai que j'ai à cœur, puisque en permanence j'aide les gens à trouver la posture la plus juste possible, j'ai à cœur d'être une cordonnière bien chaussée. Et donc dans mon business plan, eh bien, je prévois que le fait de m'occuper de moi, eh bien, c'est un frais qui est prévu. C'est-à-dire qu'il y a j'ai des moments vides dans la semaine qui sont non négociables parce que je ne peux pas accompagner les gens correctement si j'ai pas pris soin de moi. Enfin, je veux dire, dans mon équilibre, c'est impossible de faire autrement. Et donc, ils sont prévus. Et je les calcule dans ce que je prévois, comme tu le disais, Anna, en fait. On n'est pas obligé d'être un robot, c'est génial. Notre corps, c'est notre instrument de travail. Donc c'est hyper important d'en prendre soin. Exact. Dernière intervention, Emna. Oui, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Vince, comme quoi tu dis que tu injectes de l'amour plutôt que de l'argent, et donc ce que Val disait aussi. Pour moi, c'est pas mutuellement exclusif, et voire l'inverse. Pour moi, au plus tu injectes de l'amour, au plus, enfin, de l'amour et de la compétence évidemment, mais au plus tu injectes ça, au plus au contraire tu vas récolter. Donc en fait, je dirais même que ça s'associe. Alors, peut-être que je peux pas parler pour tout le monde et chacun a une situation différente, etc. Mais c'est ma conviction, je pense, au plus tu mets de l'amour dans ce que tu fais, plus de la compétence, au plus les gens ont envie de travailler avec toi, et donc bah voilà, tu gagnes aussi de l'argent, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, c'est pas mutuellement exclusif. Pendant que tu me racontais ça, j'ai eu un massage, c'était génial. J'étais au paradis là. Oh là là. Mais je voudrais dire, non, mais je t'écoutais attentivement et en même temps mon corps écoutait plein de choses. Il t'a donné de l'amour en même Oh, temps. que de l'amour. Hein. T'es toujours sur ma liste, t'inquiète pas, Edouard. Hein. C'est notre liste privée, les gens ne comprendront pas. Oui, on expliquera un jour. Merci beaucoup. Je peux l'expliquer s'il faut. Hein. Oui, J'expliquerai tout à l'heure. Tiens, les gens vont être obligés de rester connectés à la fin. Toute fin d'émission, j'expliquerai c'est quoi, c'est ma liste secrète. C'est un très très bon teasing. Merci. Nathalie qui va aujourd'hui nous proposer une thématique de choix. Balancez vos ondes positives. Le choix donc. J'ai eu une série de réactions à ma chronique sur le sujet des injonctions, où je proposais de choisir ses actions plutôt que de céder à une injonction, qu'elle soit externe ou interne. Il faut. Mais c'est qui ce il C'est qui ce il Mais figurez-vous qu'il y a une croyance assez répandue qui continue à circuler. Elle soutient qu'il y a des fois où on n'a pas le choix. Il y en a parmi vous qui croient ça, que parfois on n'a pas le choix? Ouais. Je peux t'expliquer pour 1000 raisons pourquoi, mais oui. Mais je te laisse d'abord développer. Eh bien moi, Vince, je suis persuadée du contraire. Notamment grâce à Edith Eger. Edith Eger. C'est un petit bout de femme absolument incroyable. Elle a 95 ans et elle rayonne de partout. Je vous recommande de lire son autobiographie. C'est un livre change-vie. Il s'appelle Le choix d'Edith. Traduction de l'original, simplement intitulée The Choice. Edith est une survivante d'Auschwitz. Danseuse de talent, elle y a dansé devant Mengele, qui lui a donné un pain pour sa peine. Elle a choisi de le partager avec ses compagnons, et ses compagnes plutôt, puisqu'elles étaient avec les filles, ses compagnes d'infortune. En 1944, au moment où les Alliés approchaient, Edith a été évacuée par les Allemands avec 65 000 autres détenus, lors de ce qui a été dénommé la marche de la mort. Celles et ceux qui s'arrêtaient étaient tués sur place par les SS. Lors de cette marche, Edith est tombée, car elle n'en pouvait plus. Et ses compagnes, avec qui elle avait partagé le pain, se sont organisées pour la porter. Edith a survécu. Elle a ensuite émigré vers les États-Unis, où elle est devenue psychologue. Et en écho à son vécu, Edith base tous ses accompagnements sur la notion de choix. Selon elle, nous avons toujours le choix. Et personne ne peut nous retirer notre liberté intérieure. C'était évident pour elle à Auschwitz, et c'est le même mécanisme à l'œuvre dans toutes les petites et grandes aventures de la vie. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, mais nous avons le choix de la façon dont nous réagissons. C'est une croyance profonde, puissante, enthousiasmante que je partage à 1000%. Alors, vous allez me dire, c'est facile de choisir quand on est privilégié comme moi ou charismatique comme Edith. Quid de celles et ceux qui sont dans la précarité, avec d'autres contraintes, de vraies difficultés, des enjeux non négociables? Au risque d'être radical, je pense que laisser croire aux gens qu'elles n'ont pas le choix, c'est leur refuser la possibilité de s'émanciper. Je ne dis pas que le choix est simple. Je dis simplement qu'il existe toujours. Même s'il s'agit parfois de choisir entre la peste et le choléra, voire même de décider de mourir la tête haute. Je ne vous souhaite bien sûr pas d'en arriver à de telles extrémités.
Je vous invite néanmoins à vivre votre vie en toute responsabilité. Et voici la mission ocytocine qui pointe le bout de son nez. Je vous propose de considérer l'une ou l'autre situation où vous avez l'impression d'être coincé, de ne pas avoir le choix. Que pourriez-vous faire différemment ? Envisagez au moins 2 autres façons d'agir. Et notez comment vous vous sentez à l'idée de les expérimenter. Peut-être changerez-vous la situation ? Peut-être confirmerez-vous que votre mode opératoire actuel est le meilleur. Dans tous les cas, vous serez passé de subir à choisir. Zoupiti-zoup. Merci Nathalie. Édouard. Et j'aime beaucoup ta chronique, merci pour ça. Et je crois qu'on s'entend bien avec la langue française. Et il y a quelques années, ce choix m'avait quand même assez travaillé à l'intérieur de moi par rapport à une conférence que je devais faire. Et j'étais venu sur le titre de cette conférence, c'était « Pourquoi choisir quand on peut décider ?» Et je crois qu'en fait, le choix est un processus mental qui est au préalable à la décision. Et aujourd'hui, puisque la langue française permet ce jeu sur la finesse et la subtilité de chaque terme, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choix à faire par rapport à option A ou option D. Mais à un moment, quand on a choisi le choix, entre guillemets, il y a la décision qui vient du cœur et qui amène un engagement, alors que le choix, pour moi, il y a une certaine retenue. C'est genre, il y a une contrainte. C'est genre, ça aurait peut-être été bien le choix A ou le B. Et là, du coup, moi, j'essaye de plus en plus, non plus de choisir, mais de décider. Où il y a un engagement, c'est quand j'ai le choix d'aller en Espagne ou en Italie et prendre le train. Hein, Vince ? Ou mon van. Mais alors à plusieurs. En fait, j'ai le choix, mais du coup, je ne m'engage à rien. Mais par contre, quand je prends mon billet de train, il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, cette notion de décision, pour moi, m'accompagne depuis ces dernières années, suite au choix. Alors, Val. oui, j'ai été titillée par la chronique dès le départ, et moi, j'ai un grand maître qui m'inspire beaucoup, qui me fait aller rechercher l'étymologie des mots. Dans tout ce que je fais. Bah oui. J'ai pointé du doigt Marc, parce que voilà. je me suis dit... Parce qu'il m'a appris à redécouvrir la langue française. Et quand on va chercher l'étymologie du mot choix, au départ, ce n'était pas le fait d'élire ou de décider quelque chose, c'était la façon de poser un regard. Et j'aime beaucoup l'idée que le choix est en fait le regard que je pose sur les choses. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas toujours le choix de ce qui nous arrive, mais on a potentiellement le choix du regard qu'on va poser sur ces choses-là. Et là, du coup, je trouve qu'on a le choix. Non, merci. Oui, mais ça rejoint un petit peu. J'ai pas tellement envie de faire d'objection, si ce n'est de la nuance, parce que je me disais juste pour ajouter que parfois on peut faire consciemment le choix, prendre la décision de ne pas choisir aussi, et ça peut être pertinent. Ne pas choisir, c'est un choix en fait. Oui, absolument. Non, mais très rapidement, je suis bercé par Matrix et bien sûr, une des thématiques parmi les nombreuses de Matrix, c'est le choix. Et qu'en fait, la morale, c'est qu'on a toujours le choix. Et donc, je suis biberonné à ça. Et puis, de temps en temps, je me transpose, et tu l'as dit dans ta chronique, dans quelqu'un qui est dans un environnement avec un certain type d'éducation, un certain format de pensée, pour qui il n'a même pas conscience que le choix est possible et qui, donc, du coup, il faut une petite étincelle extérieure. Et c'est pour ça que, il y a des hétéronomies, ce dont on peut pas maîtriser la condition dans laquelle on est. Mais fondamentalement, c'est vrai que, quoi qu'il arrive en définitive, on a toujours un choix à faire. Merci les Wachowski. C'est les réalisatrices du film Matrix. La pilule rouge. Et donc dans Matrix, si vous voyez le film Matrix, vous comprendrez ce qu'ils disent. Donc, tout est d'une question de choix. Qui n'a pas vu le film Matrix ? Non, c'est pas possible. Je sors. Ouvre Netflix, on va leur faire regarder. Ils n'avaient pas vu Matrix. Nous interrompons d'urgence Matrix, c'est donc une trilogie. Quatre, oui, tu as raison. Tétralogie. Exact. Tétralogie. Merci beaucoup. La force des mots. Merci à vous. Très intéressant aussi. Alors Val, tu nous proposes une nouvelle tranche de vie de l'équipe, toi qui as un regard sur celle-ci. Que s'est-il donc passé ces dernières semaines ? Balancez vos ondes positives. La vie de groupe n'est pas toujours des plus simples, des plus faciles. Pourquoi elle m'a regardé ? Ni des plus aisés. Je lui ai fait quoi, moi ? Franchement, vous y croyez, vous, à ces jolis discours d'équipe où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ? Ah, c'est bisounours. C'est des trucs de bisounours, exactement. Ouais, moi pas. Il y a toujours, oui je sais, je dis toujours, il y a toujours dans chaque groupe, à un moment,
une personne qui arrive à être le grain de sable, celui qui dérange, celui qui fait pas comme tout le monde et qui, j'ose le dire, finit en fait par nous emmerder, quoi. Mais pourquoi tu me regardes moi tout le temps à chaque fois que tu lèves les yeux de ta feuille? Ou tu regardes la caméra? Tu regardes la caméra, rassure-moi. Ça va, super, ouf. Allez, franchement, honnêtement, à l'heure actuelle de la digitalisation, des outils de collaboration, en veux-tu, en voilà. Eh bien, il y a dans le groupe juste une personne qui, pour communiquer, n'utilise pas les mêmes applications que les autres ou qui n'en utilise pas du tout. Et ça fout la merde pour les échanges et les décisions urgentes. Tu vas faire des amis dans ma famille, là. J'ai nommé personne. Vous vous dénoncez par vous-même, j'adore. Ah non, je galère avec Slack, moi j'assume. À l'heure où nous pouvons être connectés en permanence et quasi avoir toutes les applications sur notre smartphone, eh bien, il y a dans le groupe une personne qui n'a pas les applis sur son téléphone et qui ne les a que sur son PC. Et donc, quand on a besoin de se connecter et qu'elle n'est pas chez elle, ben, soyons honnêtes, ça fout la merde. Et quand en plus, la personne qui n'a pas les applis sur son téléphone n'est pas la même que celle qui n'utilise pas les réseaux de collaboration et qu'il faut tenter de coordonner tout ça, allons. Je vous le jure, c'est pire que le Nord des ch'tis. Sérieusement, je suis certaine que vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez déjà connu cela. Les réunions qu'on a en hybride, parce qu'il y a dans l'équipe une seule personne qui est en télétravail ce jour-là. Ce repas de famille végétarien, parce qu'il y a une seule personne qui mange pas de viande. Et j'en passe. Franchement, c'est chiant de se faire emmerder pour un ou une réfractaire, non ? Ouais. Bon. Bien fait. J'ai plusieurs pères dieux qui me scrutent dans le studio et qui se sentent visés. Pourtant, je les aime, ces moutons noirs, comme diraient certains. Ces vilains petits canards. Ces personnes qui viennent glisser des grains de sable dans les rouages du collectif. Oui, ils dérangent, ils bousculent, ils nous embêtent à ne pas faire comme tout le monde, à tenir leurs valeurs ou leurs principes. En fait, ils nous embêtent à oser se respecter. Chaque personne qui, avec ses convictions fortes et son audace de rester fidèle à elle, prend le risque de se faire exclure en s'érigeant en dehors de la conformité sociale ou de la conformité des groupes, eh bien, vous savez quoi ? Ce risque sert le collectif, car ils nous poussent à re-questionner nos égos. Ils viennent titiller nos questionnements sur l'inclusion et la diversité. Ils viennent nous demander jusqu'où nous sommes prêts à aller dans l'ouverture aux différences, dans l'accueil de cette diversité. Accepter l'autre comme il est, c'est trouver de superbes raisons d'apprendre à innover et à collaborer pour que la cohésion du groupe soit bien plus importante que notre petit confort individuel. Bref, moi je vous le dis. Admiration, inspiration. Bravo à vous pour votre ténacité, votre audace et votre courage, joli mouton noir, vilain petit canard ou grain de sable. Et vous, c'était quand cette dernière fois où, envers et contre tous, vous avez défendu vos convictions pour vous protéger et aussi protéger votre tribu, le collectif ou encore la terre? Merci Val. Yeah, quelle écriture. Caro. Ouais, je sais pas si je devais me sentir visée, mais je me suis sentie un peu visée. Tu sens toujours visée, toi. Surtout, ouais, je suis. En plus, c'est la particularité des hypersensibles. Donc, tu l'as dit, mais tu savais pas. Ah merde, est-ce que je vais te dire, du coup, tu t'es servi en zut. Bon, ça, je me tais, je sors de la pièce. Au revoir Marc, au revoir tout le monde. Je me suis sentie visée, déjà, premièrement, parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis le mouton noir. J'ai pas fait ma chronique comme je devais la faire. Et en plus, je peux pas manger de crêpes. Enfin, bon, bref. Je crois que c'est évident. Et souvent, en fait, dans le fait de militer pour l'écologie depuis toutes ces années, oui, la végétarienne qui mange pas de viande, etc. Enfin, je connais, et c'est souvent très inconfortable, en fait, parce qu'on passe toujours pour l'emmerdeuse de service. Mais on s'y habitue, hein, franchement. Et la question que je voulais poser, justement, c'est: est-ce que dans le fond, on serait pas tous des moutons noirs? Je veux dire... non, mais je veux dire, il y en a peut-être qui osent plus s'affirmer que d'autres, mais j'ai l'impression qu'on a tous ça au fond de nous si on va bien chercher. Merci Caro. Steph. Oui, moi j'avais envie de réagir à ta chronique aussi, mais
pas forcément par rapport à l'aspect, au concept du mouton noir, mais c'est plus dans ce que tu disais du fait de pouvoir collaborer. Ça pose la question de la collaboration. Et en fait, moi je suis en train, en participant avec vous à cette émission, moi je suis en train de réapprendre à collaborer, à travailler en équipe. J'ai beaucoup souffert des cultures d'entreprise dans les médias où où il y avait des comportements que je n'admettais pas ou des situations qui dysfonctionnaient, qui m'ont pas forcément blessée directement, mais j'ai été face à cela, comme beaucoup de gens, je pense, dans le monde du travail aujourd'hui. Et donc j'ai eu une période comme ça où je me suis plus isolée, j'ai travaillé plus en solitaire ou en binôme. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien, en fait, de réapprendre à travailler, à collaborer. Mais je sens que je dois réapprivoiser la chose, en fait. Et ce côté-là, de comprendre, tiens, oui, telle personne, elle fonctionne comme ça. Ah oui, mais moi, du coup, comment je fonctionne ? Le mode d'emploi. Et c'est très confrontant, en fait, quand tu dis que ça renvoie à notre ego, en fait. C'est ça. Ça m'a parlé. Voilà mon petit témoignage. Merci, Steph. Je me suis senti visé de ouf. Alors là, les regards étaient constamment sur moi. Noir, c'est juste les cheveux, mais c'est pas grave, tu sais. T'es sûr, c'est pas ma peau, racisme. Tout ça parce que je suis noir. Non, mais il fallait que je la fasse. Non, je me suis clairement senti visé parce que ça a été toute ma vie. Marc, qui m'a connu travailler à Énergie, où je fais le gars qui fait les trucs dans son sens. Et puis j'ai demandé la permission à personne à Énergie. J'avais tapissé un mur de décoration, de trucs. Ça faisait chier tous mes collègues. Ils disaient, mais il se prend pour qui celui-là ? Ils avaient le seum parce qu'ils faisaient pas d'audience. Mais à ce moment-là, il allait dire eux. Voilà, mais c'est drôle, en fait. Moi, c'est depuis tout petit, depuis toujours, je me suis toujours considéré comme un électron libre, où mon travail, en fait, est de pouvoir voyager de noyau en noyau, de neutron en neutron et tout ça, et de stabiliser le système. Donc il y a des moments où je dois tourner vite, il y a des moments où je dois démultiplier, mais garder, en fait, une sorte de cohésion. Et puis à partir du moment où l'atome, c'est bon, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, il forme la molécule, je peux me barrer ailleurs pour restabiliser un autre système et pour vivre ma vie. Et peut-être qu'ici, je suis justement en train de tourner autour d'un très beau noyau, et qu'à un moment donné, je vais me démultiplier, ou peut-être à un moment donné partir ailleurs, de l'autre côté, pour restabiliser un autre système. Merci Vince. Dernier petit commentaire, en fait, j'ai beaucoup d'admiration. Et je sais pas si c'est de l'admiration, de l'amour, mais en tout cas, je suis trop fan de Tata Valérie, comme je l'appelle. On l'adore. Val, c'est notre Tata, et je trouve ça intéressant, en fait, parce que au début, quand on a constitué le groupe, j'imagine que Val, tu savais pas du tout ce rôle que t'allais prendre et que tu es en train de prendre maintenant, d'avoir ce regard un peu sur tout le monde. Et je trouve ça non seulement hyper intéressant, mais je suis fan de la tournure que prennent tes chroniques à chaque fois, parce que chaque fois ça commence un peu en mode Valérie elle clash, elle met les choses sur la table, elle clash quoi. Et moi j'aime bien ça aussi, j'aime bien parce que c'est du franc-parler en fait, mais après tu retournes ça avec une telle bienveillance, avec tellement de love, de tendresse, et c'est la tata quoi. Et donc voilà, je voulais juste dire, c'est pas un commentaire ou un témoignage à grande valeur ajoutée, je veux dire concrètement, mais c'est un message d'amour. Ouais, vraiment. Enfin, je suis trop fan et je t'adore, Tata. Voilà quoi. T'es tellement en train de la saucer qu'on la compare avec le logo Honor tellement elle est rouge. Oui, Tata, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais justement ? Est-ce que tu veux proposer aux auditeurs et aux auditrices ? Oui, et je voudrais donc leur balancer aussi de l'amour par rapport à ça, pour dire merci pour les premières questions que j'ai reçues sur les réseaux sociaux, et surtout qu'on en balance encore plein, qu'on ose aller dans le zéro tabou, histoire que les prochains passages sur le grill soient super sympas. Répète juste ce que tu veux faire. C'est de présenter chacun des membres de la tribu à nos auditrices et nos auditeurs, parce que en fait, on ne l'a encore jamais fait. Il n'y aura pas de joker là chez vous. Mais qui sommes-nous ? Alors, même si je fais partie de cette émission, comment on fait pour nous joindre ? Je ne sais pas. je follow Instagram. Alors, le numéro de GSM des filles des moutons noirs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, attends, si on a une personne qui est en train de nous écouter et se dit, ok, maintenant moi j'ai besoin d'un seul truc, un seul canal, puisque tu avais dit toi-même que c'était galère, qu'on n'était pas sur le même canal, pour nous joindre. Alors, tu as les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Instagram, on est tous, d'une manière ou d'une autre, disponibles et liés par ça. Tu as une adresse, mais bonne réflexion, une adresse mail spécifique qui est mv@bvop.be. MV pour Marc Vossen@bvop.be. Donc, adresse facile. On peut aussi avoir d'autres mails.
Il faut me demander gentiment. Papa. Attention, tu vas recevoir des emails. Vraiment, on va arriver en plus. Il y a Caro c'est vrai, qui j'ai déjà gère, 5 adresses. il y a Caro qui gère bvop.podcast sur Instagram. Absolument. Donc voilà, il y a plein de... Mais BVOP, c'est le mot-clé. Oui, BVOP, absolument. Merci beaucoup à tous. Pour suivre, deuxième plateau de cette 6e émission de Balancer vos ondes positives. Alors, tout d'abord, nous allons retrouver Vince Canté. C'est déjà à moi ? Oui, c'est déjà Attends, 2 secondes, je me suis gouré, je comprends le... Ah ouais, c'est à moi maintenant, d'accord. Bon, très bien. Et donc, de quoi vas-tu nous parler ? Parce que tu as un micro, qui décroît. Tu as un micro qui décroît. Exactement. Oh là là, mais toi et moi, on est connectés, j'allais faire cette blague. Le micro est en décroissance, il n'arrête pas de descendre. Voilà, nous sommes dans un studio, il faut préciser qu'il y a des pieds de micro et parfois les animateurs radio ont une fâcheuse tendance de forcer le mouvement alors que le truc est serré. Et alors du coup, ça fait quoi ? Ça fait qu'il casse et que nous avons tous nos micros qui tombent et on doit les soutenir avec nos mains, avec une gourde. Est-ce que tu veux Ah bah je vais bien prendre celui-ci. Ah super. Et est-ce que ton casque est plus fort que le mien ? Parce que je suis devenu un peu sourd à la longue. Alors voyons voir. Ah c'est bien. C'est bien. Donc il s'agit de décroissance. Tout à fait. Gros sujet aujourd'hui, on va parler de décroissance. Merci. Et puis merci Vince. Et puis Édouard. Édouard ? Oui. Ah, encore le micro qui tombe, attention. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Exactement. Alors pour moi, on va parler du deuil. Oser le deuil de mourir pour apprendre à vivre avec le sourire. Merci Édouard. Tout un programme avec la décroissance d'abord et Vince Canté. Alors, explique-nous la décroissance. Balancez vos ondes positives. Positives. Aïe, mais ce sujet-là, Marc, c'est the sujet. Alors, je vais voir si tout le monde va suivre ma phrase. Si je dis tout seul, on va vite ensemble. On va plus loin. Excellent. Et ben voilà, vous avez défini la décroissance, tout simplement. J'ai eu un échange récemment avec un livre que je t'avais passé. Je vous invite à lire d'ailleurs. Que je t'avais passé, Marc, qui s'appelle Ralentir ou périr. Avec Timothée Paré, qui est un économiste qui s'est dit tiens, mais je vais étudier cette question de décroissance et qu'est-ce que ce gars peut être très convaincant. Alors, j'ai envie de vous redonner un petit peu le feedback de cette conversation que j'ai pu avoir de mon côté avec lui. Je lui ai posé une question à un moment donné. Une question, bon, un peu, voilà, je cassais une boîte aux lettres ouvertes en quelque sorte, parce que j'avais déjà la réponse, qui était, mais dis-moi, Timothée, et je vous pose la question à vous. D'après vous, que faut-il faire pour limiter l'impact au niveau des limites planétaires, conserver nos ressources, éviter le bordel et qu'on finisse à la Mad Max ? Est-ce que vraiment la seule solution, c'est la décroissance ? Je vous pose la question à vous. Vous mijotez, vous me répondez ce que vous voulez dans votre voiture ou ce que vous écoutez ce podcast, je n'en sais rien. Peut-être pas vous êtes en train de courir, vous allez faire oui. Eh ben, c'est une bonne réponse parce que oui, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution pour éviter le bordel en cours, eh ben, c'est la décroissance. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Il faut déjà savoir que nous sommes dans un système où nous produisons tout, et notre production permet d'évaluer ce PIB. Vous savez, produit intérieur brut. On n'arrête pas d'en parler depuis l'école. Le produit intérieur brut, c'est toute la valeur qui est générée et les richesses qui sont générées, et les productions générées par un pays donné en l'espace d'une année. Donc pendant que nous sommes en train d'écouter ce podcast peut-être de votre côté, eh ben vous l'écoutez peut-être sur un support que vous avez acheté. Ça peut être un iPhone, ça peut être un Samsung, ça peut être une télévision, une PlayStation, n'importe quoi, un ordinateur. Et ben ça, bien sûr, le fait de l'avoir acheté, le fait de l'avoir produit, l'avoir construit, ça rentre dans le PIB. Et donc le PIB, la production, c'est l'activité économique. Et notre activité économique fonctionne comment ? Grâce à l'énergie et à la matière. Forcément, il faut énormément de matière pour fabriquer la table sur laquelle nous sommes en train d'animer, ainsi que les vêtements très beaux d'ailleurs, il faut le dire, de marque en ce moment même. Petit blouson avec petite chemise en dessous, gentleman à la British, s'il vous plaît. Donc tout ça demande beaucoup d'énergie et de matière, et forcément on s'aperçoit que comme on a des productions intensives pour beaucoup de personnes, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, beaucoup de bordel au niveau planétaire, et on s'était dit tiens, mais est-ce que nos ressources sont pas limitées là-dedans ? Il y a un gars qui a fait une connerie un jour, il s'appelle Jean-Baptiste Say, c'est un des pères fondateurs, avec Adam Smith et tant d'autres, du capitalisme et de l'économie dans le modèle actuel. Et un jour il a annoncé, il a dit les ressources naturelles étant illimitées, puisqu'elles sont, si elles étaient limitées, elles seraient pas gratuites en quelque sorte. Donc c'est une réflexion vraiment une réflexion vraiment très très naze. Et le gars a dit et a annoncé, salut tout le monde, comme les ressources elles sont là, on les prend, elles sont limitées, donc on va fabriquer un modèle qui va s'expandre en partant du principe que c'était illimité. Alors oui, c'est vrai que c'est limité, mais ça dépend comment on l'utilise. Et on s'aperçoit aujourd'hui, je vous apprends rien, que non. Et autre problème qu'on a derrière, c'est qu'avec tout ce qu'on a réussi à faire, on a éjecté beaucoup de gaz à effet de serre, on a explosé les limites planétaires, on a dépassé les limites à la croissance, bien entendu, et on a un budget carbone qui est limité. Donc oui, l'énergie qui nous reste, sachant que l'énergie, c'est l'activité économique, là pour l'instant, on a un budget carbone qui est tellement limité qu'on se dit ça va être difficile d'avoir la même économie. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes, de businessmen qui disent mais non,
comment il est possible d'avoir le PIB 3% par an d'augmentation? Alors, on a fait un petit calcul, on s'est dit, mais attends, mais 3% par an, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait de temps en temps quand il y a un petit miracle, quand on se ramasse un Covid avec moins 7% et que l'année d'après on se fait un plus 7, on se dit, ah bah voilà, c'est possible. Eh ben 3% par an, il faut imaginer qu'à chaque génération, donc j'ai 30 ans, j'ai un enfant, super, eh ben l'économie a doublé. Et quand lui aura 30 ans, eh ben l'économie aura encore doublé. Si on part d'un principe de 3% par an, eh ben doublé, ça fait que toutes les personnes qui disent, mais vous savez, la croissance, tout ça, ça permet des gains d'efficacité. Et plus on est efficace, eh ben moins on pollue, moins on a d'impact. Ben désolé de vous annoncer que lorsqu'une économie double, on aura beau faire tous les gains d'efficacité, développer la technologie à son paroxysme, que ce micro dans lequel je parle consomme moins d'énergie à la fabrication, à son utilisation, eh ben ça a déjà été bouffé par le fait qu'on ait doublé notre économie. Alors du coup, je nous amène aujourd'hui à quelque chose qui est la décroissance dans deux termes. Celui qu'on décide de choisir, tous ensemble ici, et je tiens à préciser que tous les sujets qui sont abordés depuis des semaines et des mois dans cette émission sont à chaque fois des petites parcelles de décroissance, et ça c'est intéressant, avec le choix, ou alors la décroissance qu'on subit. Alors je me suis fait un petit tableau avant l'émission, là vite fait, en me disant tiens, si je devais gribouiller, alors c'est tout azimut, hein, c'est pas des informations correctes, ça oui, mais c'est pas des informations hiérarchisées et tout ça. Prenons l'imaginaire que nous devons subir la décroissance. Eh ben c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment même, hein. C'est une augmentation du chômage sans précédent, c'est une augmentation des inégalités, alors qu'on n'a fait que les réduire pendant tout un temps grâce au PIB. C'est l'augmentation des limites planétaires, dans lequel changement climatique, forcément avec CO2, CH4, etc., comment on mange, destruction de la biodiversité, acidification des océans, et je vous en passe, je vous en parle, et je vous saoule déjà suffisamment avec ça, à mon avis, dans chaque émission. C'est l'accaparement des ressources aussi. Parce que forcément, quand elles sont limitées, et qu'on se dit de toute façon on y va Vollenbach, il n'y a pas de problème, eh ben ceux qui sont en position de domination peuvent se permettre de réserver les flux pour eux. C'est des pressions sur le travail forcément, puisqu'il faut bien pouvoir alimenter ceux qui sont dans les 1% pour faire leur bunker en Nouvelle-Zélande. Véridique, hein, le taux de bunker est en train d'exploser en termes de construction. Et d'ailleurs ceux qui les construisent sont les mêmes personnes qui disent la technologie va nous sauver. Ça veut dire qu'ils ont déjà prévu leur assurance derrière au cas où, tout en rappelant bien sûr que le principe même d'un bunker ne relève que de la science-fiction, puisque ça ne permet pas de tenir plus d'un mois, 2 mois maximum. On ne peut pas être en parfaite autonomie. Alors tout ça, malheureusement, quand les ressources se limitent, discrimination, racisme, c'est la faute de l'arabe là-bas, si on n'a plus de boulot, c'est la faute du noir, c'est la faute des autres. Et donc je vous dis pas le bordel politique, augmentation de l'inflation, dépendance absolument à tout avec l'extérieur, l'énergie, la matière, on privatise tout, on privatise l'eau. Et à un moment donné, on s'aperçoit que tout bascule et c'est horrible. Ça, c'est ce qui se passe quand on le subit. Et là, on fait le choix. Et ce qui se passe ici dans cette émission, c'est de le choisir. Choisir cette décarbonation, cette décroissance, cette sobriété. Comment ? En stoppant la pub. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas de pub dans cette émission, j'ai remarqué. Ça va venir. Non, c'est pas vrai. Non, pour l'instant, les finances viennent de Marc directement. C'est avec sa sympathique retraite, d'ailleurs, voilà, de l'argent bien utilisé. Les mécènes, hein. Exactement. Le choix, c'est l'humain avant le bénéfice. C'est de pouvoir proposer d'autres types de modèles de société qui ne mettent pas spécialement en avant les revenus et les bénéfices, mais plus, voilà, on n'a rien gagné, mais on a mis des gens bien, on est arrivé à zéro, et tant mieux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression. C'est la réduction, la réutilisation, le partage. C'est bien, la décroissance, c'est un gars dans le quartier, il a un atelier dans son garage, et il ouvre de temps en temps, il loue. Tiens, combien tu vas ? Tiens, 1 euro pour la perceuse. Et toi, et super, et on te la ramène dans la semaine. C'est ça, tout ce qui permet de diminuer. C'est des expériences, des moments en famille, entre amis, avec de l'altérité, parce que oui, ça a été démontré aujourd'hui par tellement d'études, je crois qu'on a même parlé dans cette émission, que ce n'est pas l'argent qui rend les gens heureux, forcément. Quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis pas, tu sais quoi, franchement, j'aurais dû investir dans les bitcoins. Ça c'est le truc que j'aurais dû faire. Non, c'est les moments qu'on a partagés avec notre entourage. Donc les solutions, c'est une économie réduite, donc moins rapide, moins de travail, on passe à 4 jours semaine, on passe à 3 jours semaine, et puis surtout, travail, tu m'as dit un truc qui était très très vrai un jour, tu m'as dit, travail, c'est pas bien Vincent, c'est Marc qui m'a dit ça, c'est œuvrer. C'est mettre en valeur le fait d'œuvrer pour quelque chose, se déplacer à proximité, partager ses ressources, des villes avec des arbres pour ramener la biodiversité et pour qu'il puisse continuer à pleuvoir, référence au podcast de la semaine dernière, allez l'écouter. C'est travailler la terre également, parce que forcément la décroissance c'est moins de machines, donc c'est plus aller nous-mêmes recultiver. Et c'est le fameux revenu universel dont on a parlé la semaine dernière aussi, ça a été glissé très sympathiquement, qui permettra d'œuvrer une nouvelle fois. Et puis c'est top pour ma mère, parce que ma mère, elle a toujours travaillé comme secrétaire dans un bureau, et en
plus, bon sang, elle a travaillé, excuse-moi, je vais le dire, pour Thales, quoi. Et moi, Thales, elle me disait, je fabrique des objets électroniques, on fait des objets électroniques. Et donc, j'ai été voir que c'est des systèmes pour des missiles. Et je me suis dit, mais bon, je lui ai dit ça jeune, j'avais même pas Google. Hein. Je lui ai dit, mais tu sais que Thales, en fait, c'est pour l'aviation, avec Dassault et tout. C'est pour téléguider des missiles pour tuer des gens. Donc les chiens font des chats, quoi, ici. Non, mais exactement. Et elle me dit, et ma mère, bon oui, mais bon, t'as du sang sur les mains. Quoi? Mais jamais de la vie. Je fais 30 ans de carrière, hein, je te dis pas là-bas. Chez Thales, c'est un truc de ouf. Et pourtant, ma mère, tout ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est d'aider les gens. Et c'est de dire, mais si seulement un jour je pouvais juste être payé pour m'occuper de mon voisinage, pour m'occuper des pauvres SDF dans la rue, et ben c'est ça le salaire universel. Donc quand vous avez des gens de la droite qui disent, non mais véridique, ça vient d'eux, mais ça va aider, c'est pour des gens qui restent chez eux à jouer à la PlayStation, c'est faux. Toutes les études ont démontré qu'à partir du moment où on donne un revenu universel à quelqu'un, tous les pays qui l'ont mis en œuvre, et ben ces gens-là trouvent et font leur vocation qui parfois est simplement du service, et ça la décroissance aussi. Donc du coup la décroissance, c'est également de la santé, des hôpitaux moins chargés. Pourquoi? Parce qu'on aura fait une alimentation beaucoup plus positive en amont. Donc entre le choix et le subi, je pense que vous avez tous choisi exactement le choix du choix, et c'est ce que nous sommes en train de... C'est à ça à quoi nous œuvrons dans cette émission. Ouais, merci beaucoup Vince. J'ai pas été trop long encore. Hein. Je pense c'est très intéressant. J'allais justement dire que je pense que tu peux commencer par la décroissance du temps de ta chronique. C'est 10 minutes presque. Attends, la dernière fois j'étais à 8 minutes, j'ai battu mon record. J'espère que t'avais bien demandé de faire une exception à Marc, c'était bien noté dans les règles. Mais Marc fait du montage, il peut pitcher l'émission pour que ça aille plus vite. C'est génial, ça s'entendra pas qu'on parle plus vite. Juste une info, dans la décroissance... On te comprendra juste plus. Non, je parle super vite dans cette formation, à force d'avoir trop écouté Eminem dans ma vie. Non mais juste pour info, dans la décroissance, il y a des secteurs qui doivent croître, bien sûr, notamment la durée de cette chronique. C'est très intéressant. Bravo. C'est tout pour moi, et il faut décroître. Moi je dis vive la sobriété joyeuse. Merci beaucoup. Totalement. Romain. Et d'ailleurs, oui, tu parlais du PIB, mais je crois qu'il y a pas mal d'alternatives qui se mettent en place. Et au Bhoutan, ils avaient créé le bonheur intérieur brut. Et donc, ce qui calcule avec plein d'autres facteurs, c'est justement aussi la santé des gens, aussi les ressources naturelles. Et je crois qu'on devrait un peu laisser de côté le PIB et revenir à des... La Nouvelle-Zélande l'a fait aussi. Ouais, voilà. C'est des bouts en train là-bas. Oh, joli. Caro. Moi j'aime bien aussi la notion de PIB plaisir intérieur brut. Joli aussi. Édouard. Oui, et petite référence par rapport non pas à l'ensemble de ta chronique, mais sur la décarbonisation et l'utilisation de l'énergie. Jean-Marc Jancovici, qui a écrit Un monde sans fin, décrit complètement tout ce que tu as évoqué sur le fait qu'il faut choisir de pouvoir décroître notre demande en énergie, et on ne se rend pas compte de tout ce qu'un individu en Occident demande comme énergie. Ouais. Et capable de diminuer et de décroître. En fait, c'est une question de volonté. On a beaucoup plus de manœuvre, évidemment. Et quelle valeur ça a, quoi? Dans le sens de la valeur ou de la valeur. Oui, exact. Merci Isa. Et j'ai envie de rajouter aussi pour les patrons qui nous écoutent que décroître ne veut pas dire ne plus être pérenne. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre les deux, et qu'il y en a beaucoup qui, dans leur tête, quand ils entendent décroissance, derrière c'est « je ne suis plus pérenne ». Il y a moyen d'être pérenne sans nécessairement vouloir aller toujours chercher plus haut et plus loin. Et c'est des choses pour moi qu'il faut absolument rééquilibrer aussi dans les vocabulaires qu'on est en train de faire. On parle de décroissance, il faut l'associer à la pérennité. C'est ça, décroissance, départ, récession. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment rester dans la tête. Merci beaucoup, Monsieur Vince. Merci, Monsieur Marc. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Édouard, si vous suivez l'émission, vous vous êtes rendu compte sans doute que cet Édouard-là est le philosophe de la tribu. Aujourd'hui, Édouard, tu nous proposes d'observer ce que le deuil a à nous proposer si nous osons faire le deuil de notre vivant. Alors, je suis bien curieux de savoir ce que tu peux nous proposer pour commencer à mourir. Mais cool, hein, j'ai encore quelques années devant moi, donc pas tout de suite. Balancez vos ondes positives. Écoute Marc, je vais essayer gentiment, mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence. La série connue Walking Dead a déjà tout compris. Nous vivons dans un monde de zombies. C'est pas un scoop, nous allons tous mourir, et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment même. Et oui, chaque jour, la magie de la vie tue entre 50 milliards et 70 milliards de cellules dans notre corps pour être remplacées et nous permettre de renaître progressivement à nous-mêmes. Une sorte de résurrection du Christ, ou bien comme le printemps qui transforme l'hiver en ce moment. Et c'est bien cette idée que j'avais envie de transmettre. La vie est possible si la mort existe. Quelle chance on a de mourir, et c'est ça que j'ai envie d'embrasser avec vous aujourd'hui. Ayons la maturité de mettre un peu de légèreté sur le jour le plus important de notre vie.
Pour moi, la vie est une grande cérémonie quotidienne pour préparer notre mort. Dans cette chronique, j'avais envie de parler un peu du deuil, qui n'est en soi pas la mort, je le conçois, mais un processus intellectuel de considérer la mort comme la fin. Et si c'était un renouveau ? Le deuil de la mort, voilà ce que je vous propose. Et pas uniquement de notre corps, mais aussi de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de nos relations, de nos objets, et en fait pratiquement de tout ce qui nous encombre dans notre vie, en dehors de l'essentiel, notre présence dans le présent. Quand mon père est décédé il y a 6 ans, je suis rentré comme tout le monde normalement constitué dans un processus de deuil. Alors certains l'expliqueront facilement avec les 5 étapes d'Elisabeth Kubler-Ross qui reprennent le déni, la colère, le marchandage, la dépression et puis finalement l'acceptation. Alors j'ai bien fait mes devoirs en analysant ces 5 étapes pour comprendre ce par quoi ma famille et moi passions. Mais bon, franchement, en dehors de ces étapes, comment concrètement on passe à travers ce fameux deuil ? Justement, en passant à travers. On se laisse aller en s'abandonnant à notre passé pour accueillir ce qui est là, maintenant, et alléger l'avenir. À titre individuel, je l'ai vécu en y associant toutes mes pensées, mes émotions et mes actions liées à mon paternel que j'ai dû oser regarder face à face. Et j'aimais bien faire ce deuil de manière symbolique. J'ai donc offert à mon père des cadeaux tous les 19 octobre, le jour de son anniversaire, de sa renaissance, de sa résurrection. C'était des sortes de petits rituels à ma sauce entre lui et moi, comme quand on va à l'église, quoi. Mais après avoir fait un marathon le 19 octobre 2018, c'est surtout en arrivant au sommet du Kilimandjaro, au lever du soleil du 19 octobre 2019, que j'ai senti que nous nous sommes tous les deux rendus notre liberté. En fait, j'ai réalisé que je retenais mon père de partir en y pensant par nos souvenirs. Je le retenais avec beaucoup de colère et de tristesse non évacuée, et aussi par mes actions qui reflétaient une loyauté irrationnelle à continuer ses entreprises. Tous ces liens énergétiques nous empêchaient à tous les deux de nous laisser mourir pour lui, et moi m'empêcher de vivre libre. En revenant en Belgique, je me suis dit, mais pourquoi, bon Dieu, on attend la mort de nos proches pour en faire le deuil ? Pourquoi ne pas le faire en étant encore vivant ? Et pourquoi pas même ensemble, puisque on sait tous qu'on va mourir finalement. Aujourd'hui, je propose même cette démarche de construire ces deuils en conscience avec mes clients. C'est donc en 2019 qu'une ouverture s'est faite sur la transformation complète de ce que représentait la mort pour moi. J'ai entrepris ce travail quotidien de faire le deuil de mes propres pensées, de mes croyances, de mes émotions, de mes actions et l'ensemble de ces perspectives sur qui je suis, ce que je possède, mes rêves, mes relations, la société occidentale dans laquelle on vit, mais aussi la place de l'humanité au milieu du cosmos voué également à mourir naturellement. Pour fêter la vie et l'apprécier à sa juste valeur, aujourd'hui, je vous propose de nous faire des piqûres émotionnelles quotidiennes, en confrontant nos pensées et nos croyances à leur propre mort. Apprenez à identifier et noter dans un carnet vos pensées, vos émotions et vos soi-disant possessions, en imaginant les laisser disparaître pour qu'à chaque fois qu'elles vous reviennent, vous puissiez les voir comme un cadeau à célébrer sans pour autant vouloir les garder. Comme la résurrection du soleil dans le ciel et le rythme des saisons annuelles, c'est un mouvement paradoxal d'oser les abandonner pour mieux les accueillir. Allez, cette chronique aura eu le mérite d'avoir été écrite et écoutée par quelques zombies ambulants, et puis elle tombera dans les abysses de l'existence, comme nous, comme moi, comme toi, mon cher Marc. Chère auditrice, auditeurs, chroniqueuses et chroniqueurs, tout autant que vous êtes, je vous le dis ici, je vous aime à mort. Alors, célébrons la vie. C'est tellement beau. Merci. Merci beaucoup, Édouard. Merci, top. Super beau. Val. En fait, j'adore beaucoup la chronique. Il y a 2 choses qui me sont venues. La première, c'est que cette fameuse courbe de deuil, c'est pas une courbe de deuil, c'est la courbe du changement. Et c'est important de le comprendre que c'est pas juste le deuil physique ou la mort physique, c'est aussi dans chaque changement qu'on a. Et la seconde qui me parle dans ce que tu viens de dire, c'est... En fait, ce que j'ai envie de résumer, c'est le jour où on verra dans le deuil la naissance à autre chose, alors nous serons vivants. Parce que opposer deuil et vie, c'est pour moi la plus belle des erreurs qu'on fait. Je pense qu'il faut opposer deuil ou mort à naissance. Et à partir de ce moment-là, on reste vivant. Merci Val. Oui, Steph. Et puis Vince. Ça me fait juste penser à une conversation qu'on a eue il y a un mois maintenant, et à l'épisode 7 de l'Instant Papillon, sur la reconnexion spirituelle, et qui parle du parcours de Julien, du parcours de deuil suite au suicide d'un de ses amis, et qui parle de ça, du deuil comme la naissance d'une transformation, le début de quelque chose d'autre. Donc voilà, je vous y renvoie. Merci Steph. Vince ? Je vais revenir à notre épisode il y a 2 semaines du Roi Lion.
Le cercle de la vie, et c'est drôle parce que quand mon père est décédé en 2018, lors de la diffusion du dernier épisode de Dragon Ball Super au Japon, où j'avais invité plein de potes dans un bar, on avait fait ça en simulcast, on avait regardé en piratant le truc et on était tous là, ouais Goku vas-y, vraiment véridique. J'ai eu un moment de calme, comme ça je me dis tiens je me sens bizarre et je rentre à la maison, je dors et à 5h du matin on m'appelle et on m'annonce. Et ben je l'ai bien vécu. Parce que je crois que c'est parce que j'étais papa et que le Roi Lion m'ayant tellement marqué, je t'ai dit la dernière fois quand tu en as parlé, c'était fort. J'ai toujours entrevu ça comme faisant partie simplement de l'histoire, de l'existence, de l'énergie, de l'univers, la mort, la vie. C'est un état et que quoi qu'il arrive, je suis dans cet état de vie. Mon père était dans un état de vie, il est parti. Je suis là. Un jour, je partirai et ce sera mon fils et il y aura une part de moi. Et moi, je dis toujours mon fils et ma fille, c'est mon immortalité comme l'immortalité de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'à travers eux, nous continuons et on perpétue. Et donc quand il est parti, je me suis dit bon vol à toi, bonne route. Ça m'a fait mal au cœur. Et à la fois, je me suis dit tu m'as bien cassé les bonbons quoi. Et ça a été même au point que je fasse de l'humour à son enterrement, que ma famille était complètement littéralement fâché et en colère sur ça parce que on était tous en train de marcher derrière le cercueil de mon père et je m'étais bloqué le dos au crossfit. Peut-être qu'il y a un rapport aussi à ce moment, tu vois. Et donc je boitais derrière le cercueil et puis très fort je dis c'est un truc de ouf, j'ai la démarche de mon père derrière son cercueil et là il y a ma chérie, ma sœur qui on pète de rire, tu vois, même ma fille qui à ce moment-là elle pète de rire et tout parce qu'ils ont compris là et derrière non mais comment tu peux faire ça et tout et je l'ai bien vécu et au final un jour je me casserai la gueule, je partirai et j'espère que mes enfants feront des feintes derrière mon cercueil ou derrière mes cendres et c'est ça la plus belle des choses. Merci Vince. Isa. Ouais, mais notre discussion ça me fait penser à un des épisodes de ton podcast Valérie Malice qui sème des petites graines de vie, ça s'appelle Graines de Malice, mais il y a aussi toutes des façons différentes de voir la vie, donc je vous invite, c'est un montage qui est fait par Leslie aussi Remenems et voilà, ce podcast de Valérie est vraiment sublime. Graines de Malice. Merci Isa. Nat. Et moi, il y a des choses que je dis régulièrement à mes enfants, et il y en a certaines qui ont à voir avec le fait qu'un jour je ne serai plus là et que c'est ok en fait. Je trouve que c'est aussi un beau message à envoyer à nos enfants. Donc moi, je leur dis très régulièrement que l'amour ne meurt jamais et que de toute façon, même si je suis plus là, mon énergie, elle sera présente à travers eux. Et je sais que c'est quelque chose qui est un peu bizarre à dire peut-être à des enfants qui ont 7 et 9 ans. Et en même temps, je sens que ça a quelque chose de très très rassurant parce que ça donne une confiance dans l'avenir. Et je trouve que c'est aussi un beau message de se dire que même s'il y a l'impermanence qu'on connaît tous et toutes, oui, l'amour ne meurt jamais. Merci Nat. Val. Je voudrais refaire le lien avec les migrants aussi, parce que je pense que dans leur culture, certains nous amènent aussi cette capacité à voir la mort autrement que quelque chose de triste, et que parfois on allait à apprendre chez eux comment ils célèbrent ça, parce que eux ils le vivent comme une fête. Et quand tu parles de ça en disant la façon dont je marchais derrière le cercueil de mon père, au bout du compte c'était quelque part une joie de recélébrer qui il était, je pense qu'on a à apprendre sur ce passage-là. Il y a tellement d'endroits où en fait la mort n'est qu'un passage et qu'on le célèbre comme on célèbre une naissance. On doit réapprendre. Et bon Dieu, j'ai envie de dire bienvenue aux migrants, mais qui nous apprennent ça aussi. Merci Val. Oui, et comme vous avez compris, j'aime bien les films. Il y a, par rapport à ce que tu viens de dire, Nathalie, il y a une référence à Interstellar qui est magnifique sur le fait que l'amour est une énergie qui transcende l'espace et le temps. Et la gravité. Et la gravité. Mais est-ce que la gravité n'est pas l'amour? Mais alors à ce moment-là, l'espace et le temps. On pourra discuter des symboles du point et du cercle. Qu'est-ce que tu disais là? N'a pas entendu. Pas de gravité, l'amour n'est pas sérieux. Et pour clôturer cette émission, voici, on va terminer en beauté avec Emna. Donc on a créé un petit cocon parce qu'elle va effectivement nous emmener. Elle va nous parler de beauté justement au sein de la tribu. On adore et on est gâtés par tant de beauté intérieure. Balancez vos ondes positives. Oui, donc dans d'autres chroniques, j'ai fait pas mal de compliments, on a parlé de beauté intérieure, etc. Mais je vais parler de beauté extérieure pour le coup, parce que c'est important. C'est important parce que la manière dont on s'habille a vraiment un impact sur la manière dont on se sent et dont on est perçu. Donc le sujet de la chronique d'aujourd'hui, c'est une mini-introduction à la discipline du conseil en images, entre guillemets. Mais vous allez voir, en fait, on n'est pas du tout dans la superficialité, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors c'est parti, allons en quête de notre identité vestimentaire. La première chose à savoir, c'est que chaque détail du corps est un symbole guidant. La morphologie, la couleur de peau, des yeux, des cheveux,
cheveux, mais ça va même jusqu'à l'implantation des cheveux, le dessin des sourcils, la couleur des veines, etc., etc. Alors, on ne rentrera pas dans toute cette complexité aujourd'hui, mais pour commencer, je voudrais vous présenter aujourd'hui 3 critères à considérer pour savoir tout simplement si un vêtement vous va. Le premier critère, ce sont les couleurs. Comme le dit si bien Coco Chanel, la plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien. Vous avez probablement déjà remarqué que certaines couleurs vous donnent bonne mine et d'autres vous grisent un peu le visage ou vous vieillissent. Eh ben, les couleurs qui nous vont bien, en fait, sont déterminées par la lumière de notre corps, notre rayonnement, c'est-à-dire en fait les nuances et la lumière de la carnation des yeux et des cheveux. Notre lumière, elle peut être dominée par des reflets argentés, et dans ce cas-là, les couleurs plutôt froides seront celles qui nous conviennent le mieux. Et si c'est plutôt une lumière dorée qui prévaut pour nous, alors notre palette comprendra des teintes plutôt chaudes. Le deuxième critère, c'est les matières. Alors, c'est bien d'être beau, mais c'est important aussi d'être confortable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, c'est bien d'être beau, mais c'est important d'être confortable. Et, attention, j'ai pas fini, le piège, c'est de croire qu'on doit choisir entre l'un ou l'autre. Mais non, on peut être les deux en même temps. Certains se sentiront très bien dans des tissus hyper enveloppants et moelleux, alors que d'autres ont besoin de légèreté pour être complètement à l'aise. Chacun est différent. Ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de vous demander quel type de vêtements est-ce que vous aimez porter lorsque vous êtes chez vous et que vous n'avez aucune contrainte extérieure. Est-ce que ces vêtements sont les mêmes que ceux que vous mettez au quotidien pour travailler ou pour sortir ? Et si on n'a pas de vêtements, on fait quoi ? Et si on est à poil chez soi ? Ah bah, tu Je changeais là-bas chez moi. Si tu t'appelles Chantal. Donc si la réponse à cette question c'est oui, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà trouvé les matières de vêtements qui vous correspondent. Je parle de matière ici. Mais si c'est pas le cas, eh ben pensez à ces habits dans lesquels vous vous sentez parfaitement bien et dites-vous en fait mais quelle est leur matière, quelle est leur épaisseur, quelle est leur élasticité. Est-ce que je suis plutôt sweatshirt ou bien un polaire ? Est-ce que j'aime bien porter un legging près du corps ou un pantalon de jogging ou est-ce que je suis plutôt en mode jean bien serré ? Ce qui est important, c'est... Pardon. il y en a qui aiment le daim, il y en a qui aiment le coton, il y en a qui aiment le cuir, il y en a qui aiment le latex. Ouais, c'était trop Matrix, c'est pour ça. J'ai trop regardé. Ce qui est important en fait, c'est que les matières soient en résonance avec la texture de notre corps, parce que notre corps en fait a déjà sa texture, il est déjà façonné d'une certaine manière. Il faut donc choisir des textiles qui sont en phase avec lui. Et troisième critère, ce sont les coupes. La bonne coupe pour vous, c'est celle qui suit les lignes directrices de votre corps, ce que l'on appelle aussi la morphologie. Pour commencer à identifier cette morphologie, posez-vous la question, si je devais me dessiner, quelle est la forme géométrique que j'utiliserais ? Est-ce que je me sens mieux dans des coupes structurées ou plutôt douces et sans accroc ? Est-ce que je suis plutôt taille haute ou taille basse ? Col rond ou col V ? En pantalon ou en robe ? Pourquoi tout le monde rigole là ? Je suis hexagonal. Chacun imagine sa forme. On fait des figures géométriques pendant que tu parles. Non, mais c'est intéressant quoi. Ouais. Il y a des spaghettis, il y a des... Faites toutes les formes que vous avez envie de faire. Toujours est-il que la coupe idéale, c'est celle qui va vous permettre de bien respirer et de vous mettre en valeur en même temps. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu superficiel de parler de vêtements, d'autant plus que j'ai fait une chronique sur le minimalisme il y a quelques semaines. Mais justement, en fait, il s'agit aussi d'arrêter la boulimie vestimentaire qui s'accompagne par ailleurs par une hémorragie financière et de comprendre qu'il ne s'agit pas de porter ce qui nous attire, mais plutôt ce qui nous rend attirant ou attirante. Et quand on sait ce qui nous va vraiment, on se pose plus 1000 questions le matin, on passe plus des heures à choisir sa tenue, on se sent bien, on a confiance en soi, on se révèle et on croque la vie à pleines dents. Donc arrêtez de vous tromper dans ce que vous portez, choisissez vos vêtements en conscience et gardez pour commencer le focus sur ces 3 critères. Le bon vêtement, c'est celui qui se présente comme une seconde peau. Il est le prolongement visible de notre intériorité. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si cette chronique vous a plu et que vous voulez creuser la question un petit peu plus loin, eh bien je vous invite chaleureusement à taper le nom de Yumna Tarazi sur Google ou sur Internet ou peu importe, ou encore le nom de son programme S'habiller vrai. Elle propose plein d'articles, de vidéos, aussi des programmes d'accompagnement et je la trouve vraiment passionnante parce qu'elle parle des vêtements mais avec beaucoup de profondeur et je dirais même de spiritualité. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous pourrez rayonner de toutes les couleurs et je vous envoie un arc-en-ciel de salutations. Merci Emna. Steph.
Oui, il y a un petit temps, ça fait déjà 10 ans, j'avais eu l'occasion de tester un coaching couleur, tu vois, pour comprendre les couleurs qui m'allaient mieux et tout ça. Mais en fait, j'ai adoré. J'y suis allée en étant complètement sceptique, tu vois. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'en effet, je voyais bien le résultat qui différait, etc. Donc déjà, première chose. Mais deuxièmement, pour moi qui déteste faire les magasins, qui déteste... en fait, c'est beaucoup plus efficace. Exactement. je sais tout ce que je peux oublier, en fait. Et donc, l'ironie du sort, c'est que moi, je déteste les fringues et le shopping. Ça me saoule, mais ça me saoule. Je déteste choisir des vêtements, je déteste faire les accords. D'ailleurs, je mets le plus souvent possible des robes, comme ça, je dois pas accorder le haut avec le bas, etc. Mais c'est vrai que quand on comprend tout ça, et je dis pas que j'y suis, en fait, ça m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai fait la chronique à ce sujet, et franchement, ce programme m'intéresse. J'ai tellement envie de me faciliter la vie et de comprendre, ok, en fait, je donne un exemple, je sais que moi, ma carnation, elle va plutôt aller vers le doré que vers l'argenté. Je me casse plus la tête, je prends plus de bijoux argentés, je prends que des bijoux dorés. Et en fait, ça facilite la vie, franchement, c'est cool, quoi. C'est un message clair, ça. Bijoux dorés. Et quoi, et les mecs alors? Pareil, les montres, je sais pas, mais ça s'applique pour plein de choses, quoi. Merci Amna. Lisa. Ouais, mais ça me fait penser, en parlant de couleur, mais j'ai vu un reportage récemment qui disait qu'au plus on avance dans le temps, au plus on perd de la couleur. Et en fait, c'est marrant parce qu'on vient d'une vie, entre guillemets, en noir et blanc. Et là, on en perd. Tous les objets marketing, les téléphones, les ordis, les iPhones, etc. sont gris, noirs. Pourquoi? Pour être universel, pour que ça corresponde à tout le monde, pour que ce soit plus vendu. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, on est aussi plus dans les tons gris, brun, noir, etc. qu'en Afrique, il y a plein de couleurs. Et donc, moi, j'avais des amis qui ont fait en effet ce coaching vestimentaire. Et il y avait deux types de réactions. Une, super, ça me facilite la vie. Et une autre, fait chier, je peux plus mettre de rouge. Merde, l'orange, ça me va pas du tout. En fait, ça affaiblit mon teint. Donc voilà, un peu partagé, mais super intéressant parce que on apprend des trucs. Ouais. Merci Isa. Vince. T'as raison quand tu parles du vêtement dans lequel on se sent bien. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. À partir du moment où tu te sens bien, tu dégages, t'es au maximum de ton potentiel énergétique. Genre, y a pas un truc qui te gratte, ça t'a pas le pantalon. Et quand tu dois avoir un speech ou discuter avec des gens, tu vois, si tu sais que t'es bien dans tes vêtements, en fait, les vêtements, on va même plus faire gaffe tellement on sent que tu es à ton aise. Tu penses à ta djellaba en soie, là? J'adore cette djellaba en soie. T'as pas idée. C'est vraiment. Je viendrai un jour au djellaba en soie. J'aimerais vraiment savoir où. J'ai juste peur qu'on m'arrête la police dans la rue. Mais oui, excuse-moi, tu disais? Je voudrais vraiment savoir où tu l'as acheté. À Casa. Non, pas à Casa, à Marrakech, c'est là. En Tunisie aussi, dans tous les pays du Maghreb. À la Casa. Ça fait un gros bilan carbone pour la djellaba. C'est vrai. Non, mais complètement. En sachant que certainement, elle n'a pas été fabriquée au Maroc, elle a dû être fabriquée, à mon avis, en Chine. Donc, c'est encore pire. Hein. Et merde. Et ouais. Nathalie. Et moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Ne choisissez pas ce qui vous attire, mais ce qui vous rend attirante ou attirant. Mais pour qui alors? Pour toi? Ah d'accord, j'étais un peu inquiète parce que tout d'un coup je me disais oulala. Non, là où tu te sens. Et c'est en fait ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ton shopping, n'achète pas la pièce en la regardant et en te disant oh elle est belle cette pièce, mets-la sur toi. Et vois si t'es attirante dedans. Si tu te fais vibrer finalement. Voilà, parce que tu pourrais très bien voir une mannequin qui porte tel vêtement. Ah, elle est trop belle, elle est magnifique. Ouais, sauf que quand toi tu vas la mettre, en fait, ça va être moche. Ouais. Donc, c'est comment on les porte les vêtements, c'est important. Si on se sent bien dedans, c'est bon, ça glisse. Moi, je viendrais en plaid mouton tout partout, quoi. Enfin, juste avec un plaid. Ça pose question. Il y en a qui sont à poil, mais moi. Dans 15 jours, en plaid mouton, on t'attend. En plaid mouton. On fera les photos, on mettra sur les réseaux. Attention. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à la tribu d'avoir été présente et de nous avoir distillé des enthousiasmes. Et la liste. Ah, la fameuse liste. On avait teasé une liste. Ah oui, c'est juste, Comment t'as commencé à dire au revoir? Les gens étaient frustrés. J'ai envie de savoir dans quelle liste tu me mets. Alors, je fais peur. Je me considère comme hétérosexuel. Oui, moi aussi. Toi aussi. Et j'avais dit en fait que j'avais une liste de si jamais un jour je me réveille en me disant finalement j'aime les hommes, j'avais une liste, j'ai toujours une liste d'ailleurs, et j'avais dit à Edouard, écoute, je te mets dans cette liste au cas où un jour je me réveille en mode tiens, je vais changer d'axe, d'éphéméride, j'en sais rien, parce que je trouve Edouard beau gosse, tout ça. Je te mets dans la mienne, Vince. C'est vrai, on se met. Voilà, seulement si tu changes de vêtements. Merde alors, il va falloir assumer parce que je me sens bien là-dedans, tu vois, c'est large. Bon, a priori on les enlève donc. Ouais, ça dépend. On va y aller. Chaussettes, on va y aller, c'est ça la liste secrète. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir joué avec nous tout au long de l'après-midi et du soir et du matin ou de la nuit. De la nuit, je ne sais plus où on est. Ah oui,
plus on est. Marc, on est en podcast aujourd'hui. Hein. On se retrouve dans 15 jours. Hein. Entre-temps, vous retrouvez toutes nos chroniques sur vos plateformes avec les 4 lettres magiques, hein, BVOP et tout ça. Et si vous souhaitez entendre une chronique particulière... Rendez-vous sur la FM. Émission BVOP. Et puis suivez-nous sur Instagram. Voilà. Tapez BVOP. Podcast. Oui, voilà. Enfin, faites tout ça et puis n'oubliez pas, balancez-vous aussi des ondes positives, hein, parce que tout ça, ça vient d'abord de vous. Patron de radio, j'y crois. Allez, pas. on recommence. Moi non plus. J'étais quoi Je sais plus. Ah, t'es génial comme ça. Salut. Ciao. Balancez vos ondes positives. Positives.